Bienvenue sur Together Women Rise, le podcast qui met en lumière les parcours de femmes qui se sont hissées à des postes de direction. Je suis Cécile Meunier, votre hôte, et dans chaque épisode, nos invités partagent les défis qu'elles ont affrontés et surmontés en tant que femmes et leaders. Plutôt qu'une recette universelle de réussite, je vous invite à créer la vôtre, en apprenant des expériences de celles qui ont déjà parcouru ce chemin. Vous entendrez des récits sincères et des conseils concrets pour guider votre carrière et votre vie personnelle. Que vous visiez une promotion, cherchez de l'inspiration ou ayez simplement besoin de vous rappeler que vous n'êtes pas seul, Together Women Rise est votre espace pour rêver, oser et grandir. Bonjour Peggy et merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie qu'on puisse prendre ce moment ensemble pour parler de ton expérience et d'un sujet clé du leadership, la délégation. Bonjour Cécile, écoute, merci de ton invitation et puis évidemment avec plaisir pour échanger autour de ce sujet éminemment important. Oui. Et alors, un petit peu pour te présenter en 2-3 mots pour nos auditeurs, ça fait plus de 20 ans que tu es à la SNCF et depuis 6 ans en tant que dirigeante de différents pôles opérationnels de plusieurs centaines de personnes. Aujourd'hui, tu es à la tête du pôle conception capacitaire Nord-Est Normandie, où tu pilotes une équipe de plus de 100 personnes qu'on appelle les horaristes. Moi, j'aime bien ce mot, c'est pour ça que je le dis. Voilà. Ici, on va dire que vraiment, déléguer, ça fait partie de ton quotidien, dans un environnement, en plus, qui a un peu un buzzword depuis 10-15 ans, qui est le VUCA word, Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. On peut dire que là, vraiment, tes équipes et toi, vous y faites face tous les jours, puisque à la fois, tu as dans ton équipe des personnes qui planifient à 3 ans, d'autres qui replanifient à 1 an, et d'autres qui vont replanifier jusqu'à la veille 17h pour s'assurer de comment utiliser le réseau des trains. Donc là, on est parfaitement dans comment réussir à déléguer quand on n'a pas un contexte stable qui va pouvoir nous rassurer. Mais avant qu'on passe sur notre sujet, j'aimerais que tu te présentes d'une manière plus personnelle et donc à travers 3 symboles. Alors Peggy, quels sont tes 3 symboles qui te représentent en tant que leader et en tant que femme ? Alors, j'ai envie de parler de 3 symboles qui vont peut-être refléter un petit peu mon parcours depuis que je travaille. Alors, je dirais que je vois un peu mon parcours comme un tour du monde. Okay. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup les voyages, donc c'est une image qui me ressemble assez. Et surtout, dans mon parcours, et en particulier à la SNCF que j'ai intégrée il y a 25 ans maintenant, j'ai eu la chance, mais aussi j'ai fait le choix finalement de découvrir tous les aspects de l'entreprise. C'est une entreprise avec un certain nombre de SA, de nombreuses activités, et j'ai eu cette chance et surtout cette envie aussi finalement de découvrir les différentes SA, donc avec un passage que ce soit chez SNCF Réseau, chez Fret SNCF, chez SNCF Voyageurs, TER, TGV, chez Gare et Connexion, enfin, chez un peu dans toutes les branches, les activités de l'entreprise. Donc, j'ai l'image effectivement d'un tour du monde, des 5 continents, comme les différentes SA du groupe SNCF, et le fait d'avoir finalement une vision assez transverse et assez complète de l'entreprise par finalement le parcours que j'ai pu avoir jusque-là. Et ça n'est pas terminé, j'espère découvrir encore beaucoup de choses. Ok, donc ce qui est important aussi pour toi, c'est la diversité, d'aller découvrir et Exactement. d'aller s'enrichir. C'est ça, j'ai besoin de diversité, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de nouveaux challenges et j'ai besoin de ne pas m'ennuyer. Voilà. Et c'est chouette que tu as rejoint un groupe il y a 25 ans qui te permet de ne pas t'ennuyer et de pouvoir Exactement. vraiment te développer à l'intérieur, quoi. Ouais. Exactement. Quand je suis sortie de l'école, jeune ingénieur, on m'avait dit, tu verras, dans les 10 premières années de ta carrière, tu changeras 3 fois d'entreprise pour voir différentes choses. La SNCF a été ma 2e entreprise, mais ensuite, il y a eu tellement de choses au sein de la même entreprise que finalement, j'ai l'impression de bouger tout le temps, finalement, en restant dans la même entreprise, mais avec tous ces aspects et toutes ces activités. Et je dois dire, on va peut-être pas faire trop longtemps l'apologie de la SNCF, mais j'ai d'autres Oui, amis autour de moi qui sont à la SNCF et c'est quand même un trait qui est propre à la SNCF, c'est qu'effectivement permet vraiment à ses collaborateurs d'évoluer et de changer, de pouvoir se développer, d'aller découvrir des nouvelles choses. On n'est pas dans la stagnation. Alors exactement. que on peut avoir en tant que client, tu vois, en B2C, ceux qui prennent les trains, on peut avoir une image de la SNCF complètement différente. Mais Ouais, quand on est à l'intérieur, finalement, ça bouge beaucoup, quoi. exactement. Ouais, Il y a énormément de choses à faire, ouais, énormément de projets et c'est passionnant, quoi. ouais. Alors, et Vraiment. ton deuxième symbole? Alors, mon deuxième symbole,
On n'est plus complètement dans les voyages, mais on n'en est pas si loin. Je le qualifierais de trek en montagne, avec Ok. finalement chaque jour ces nouvelles découvertes, ces nouveaux défis, Hmm. que ce soit en dénivelé, en terrain, en météo. J'ai vraiment une impression finalement dans mon parcours, que ce soit au travers des changements de poste, mais même au sein d'un même poste, les différents projets, les différents sujets qui nous viennent chaque jour, chaque mois, chaque année, finalement de vivre un trek au long cours. Ok, et alors justement, si on reste dans cette image de trek, pour toi, c'est un trek donc dans le côté où il faut gravir, où il y a de l'effort. Voilà, raconte-nous qu'est-ce que c'est derrière l'image de trek finalement. Bah, c'est effectivement à chaque fois de nouveaux défis, comme si chaque journée était différente. On repart dans une nouvelle expédition, de nouveaux paysages. Quand je dis nouveaux défis, ça peut être les dénivelés, la difficulté du terrain, Ok. etc., hein, de l'environnement, de la météo qui Mm. est changeante, voilà. Et j'ai vraiment le sentiment d'avoir vécu ça dans mon parcours, dans mes postes. C'est loin d'être un long fleuve tranquille. Et puis c'est ce goût du défi, hein. Quand on est Ok. en trek, on sait très bien qu'on n'est pas en vacances à la plage. Donc, c'est l'effort, Ok. c'est les challenges, et c'est la satisfaction d'avoir atteint un but, d'avoir réussi sa journée, d'être bien fatigué au bout du compte, mais Ok, donc d'avoir plein les yeux, plein les pattes. ton deuxième symbole, on est vraiment sur le goût du défi et la Ouais, satisfaction de avoir finalement dépassé exactement. ce qu'on était avant le défi et d'être une nouvelle personne avec encore plus d'aide. L'atteinte Super. des objectifs Ouais, et le l'atteinte des dépassement de soi. objectifs, le dépassement de soi. Super. Et alors le Voilà. troisième. Alors le troisième, encore une image. Je qualifierais aussi mon parcours de chemin, alors je ne veux pas dire sinueux, hein, mais chemin jalonné de lumière, de feux de Bengale, enfin de lumière attirante, réchauffante, Mm. qui sont en fait les belles rencontres que j'ai pu Ok. faire tout au long de mon parcours, des rencontres inspirantes, rassurantes aussi, que ce soit parmi ma hiérarchie, quelle qu'elle soit, puisque j'ai effectivement différents postes dans différentes activités. J'ai eu des rencontres marquantes qui ont ponctué mon parcours. Voilà, des personnes que je vais garder en mémoire, bien sûr. Et puis aussi parmi mes collègues, hein, ou partenaires dans le travail, il y a quelques rencontres comme ça qui ont marqué mon parcours. Alors c'est soit parce que des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi, soit des personnes qui intellectuellement m'ont marqué, des personnes qui ont un charisme, une vision, une logique, qui m'ont pas laissé indifférente, quoi. Yes. Voilà, des rencontres inspirantes. Et si je reviens vers tes valeurs, les mêmes valeurs que toi, pour toi, tes valeurs, si c'est OK pour toi de les communiquer. Bah, c'est les valeurs de l'effort, de la loyauté, de l'engagement et de l'humain. OK, Voilà, vraiment. super. Super, bah, on va aller voir aussi dans la délégation comment tu les... comment tu arrives à les vivre. Mais avant qu'on rentre dans la délégation, toujours pour toujours mieux te connaître, ce que je te propose, c'est, si tu es OK, de nous partager quel a été ton plus grand défi professionnel jusqu'à maintenant, dans ces 25 ans. Oui, alors j'ai presque envie de dire que c'est un défi au long cours parce que je l'ai toujours vécu et en même temps bien vécu. C'est le fait de me sentir toujours à ma place en étant femme dans un milieu très masculin, voire quasi exclusivement masculin, depuis le début. Que Mm. ce soit lors de mon entrée dans la vie active, puisque j'ai commencé alors pendant un peu moins de 4 ans avant d'entrer à la SNCF, j'étais jeune ingénieur dans l'industrie chimique et j'ai tout de suite pris un poste d'ingénieur de production dans un milieu exclusivement masculin. Donc, j'étais la plus jeune et en plus la seule femme, Mhm. manager déjà d'une équipe de techniciens et d'opérateurs de production. Et tout de suite, mon objectif était de me sentir à ma place, de ne pas avoir à m'excuser d'être là, Mm. d'être à l'aise, responsable, et de me dire qu'il n'y avait aucune différence finalement entre hommes et femmes, tous des individus qui travaillaient ensemble, avec chacun son niveau de responsabilité, et donc de ne pas faire de différence. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé finalement très régulièrement dans mon parcours, parce qu'en entrant à la SNCF, on le sait aussi, c'est effectivement un effectif plutôt masculin, une entreprise plutôt masculine, surtout quand on est dans des branches comme SNCF Réseau. On travaille dans un milieu d'hommes. SNCF Réseau, c'est quand même que 20% de femmes, donc Ok. essentiellement entouré d'hommes. Mais voilà, c'est quelque chose je me suis toujours dit ça ne devait pas avoir d'importance dans ma manière d'être, dans ma manière de faire, dans ma manière de manager. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça un défi, mais en l'occurrence, je me suis toujours dit que je n'avais pas à faire de différence, ni moi-même à m'excuser d'être là, quoi, en fait. Ok, et alors concrètement, est-ce que tu as un exemple où justement, tu as eu ce moment où tu t'es dit, là, je sens que je ne suis pas traitée de la même manière parce que je suis une femme et je vais agir comme si c'est pas grave.
On ne fera pas de différence. Alors, je ne sais pas si je me suis dit ça. En revanche, j'ai plutôt finalement souligné les atouts d'être une femme dans ces situations de management notamment. J'ai réalisé, alors c'est probablement aussi une question d'attitude et de Mhm. personnalité, pas seulement le fait d'être une femme, mais en tout cas j'ai réalisé que je pouvais bénéficier quand même d'une forme de respect, peut-être plus spontané. J'ai notamment vu ça en particulier quand j'ai pris un poste de dirigeante de proximité au fret, dans un Mhm. triage, une équipe exclusivement masculine, d'opérateurs, donc de T'avais gens quel du âge à ce moment-là, terrain. un petit peu pour qu'on se Alors situe? moi, j'avais 28 ans. Tu avais 28 ans et tu dirigeais des gens qui avaient quel âge, qui avaient Il y combien avait, alors, d'ancienneté qui était entre 20 ans et 55 ans. Ok, Hein. donc J'ai des de gens tout, qui sont quoi. partis en retraite pendant que Ouais. j'étais présente. Et avec une présence de représentants syndicaux, délégués du Hmm. personnel assez Ouais. marquée, très présente à ce moment-là. Donc, bien souvent, des personnes qui ne mâchent pas leurs mots et qui sont plutôt assez virulentes dans leurs propos et dans leurs Hmm. échanges. Et j'ai noté, moi, et peut-être en comparaison avec mon prédécesseur, avec qui j'ai quand même eu l'occasion de pas mal échanger au moment de la passation, je me suis rendu compte qu'on me respectait davantage. Et tu Alors, pensais que c'était parce que tu étais une femme ou ça venait plutôt aussi de toute ta alors, personnalité, ce que tu je pense que la apportais? personnalité joue, c'est ce que je disais effectivement, Hmm. hein, forcément ça a un impact, mais je pense qu'il y avait probablement une forme de réserve liée au fait qu'ils avaient affaire à une femme et que c'était pas courant. Hmm. Donc l'effet de surprise un peu. Peut-être, voilà, l'effet de surprise. Et après, bon, effectivement, la légitimité qu'on Hmm. acquiert en montrant qu'on est capable aussi de se mettre, je ne vais pas dire à la portée, ce serait un peu prétentieux, mais en tout cas d'être finalement dans l'échange, voilà, dans la confiance, etc. Et c'est quelque chose qui aide, bien entendu. Mais je pense qu'il y a une forme de réserve du fait Ouais. que j'étais une dirigeante femme à ce moment-là. Ouais. Et là, ce qui m'intéresse, même si c'est pas le sujet de cet épisode, c'est quelque part, tu es passé derrière des hommes, dans un monde d'hommes, et tu as choisi, ce que j'entends par rapport à ton prédécesseur, de ne pas justement manager de la même manière, donc d'avoir ton style Mhm. peut-être plus féminin. Et souvent, ça peut être la difficulté où on se dit, ben, faut qu'on. Tu vois, parce que quand j'entends, tu vois, il y a que des hommes, on peut se dire, bon, bah là, faut qu'on se la joue, mec, dur, montrer que, voilà, même si on a des seins, bah, en fait, c'est comme si on avait une paire. Alors que là, moi, j'entends que t'as pas du tout fait ce choix-là. Non. Et là, je me demande, quand je t'entends, t'as jamais eu le syndrome de l'imposteur quand tu prenais tes prises de poste en disant, là, je vais pas être à la hauteur, t'étais toujours tac. Non, alors Hein. pas du tout du fait d'être une femme en tous les cas. C'est vrai que parfois, sur certains postes, je me demandais, alors c'est aussi typiquement féminin, hein, on dira que je me disais que, oh là là, si j'ai pas telle compétence ou en tout cas à tel niveau, est-ce que j'aurai la légitimité? Mm, Est-ce qu'on va me prendre au mm, sérieux? Est-ce qu'on va m'écouter finalement? Est-ce que finalement je vais pouvoir prendre les bonnes décisions et gagner l'adhésion? mm. Mais dans les faits, je ne me suis jamais dit, parce que je suis une femme, je ne suis pas à ma place. Jamais, jamais. Et je pense qu'il ne faut pas laisser paraître ce Mm, genre d'impression, parce que c'est là mm. qu'on pourrait se faire facilement piétiner, quoi. Oui, oui. Non, mais sans parler d'être une femme, mais justement, comme tu dis, le côté, est-ce que j'ai vraiment toutes les qualifications? Je passe derrière quelqu'un qui avait peut-être beaucoup de charisme. Enfin, tu vois, un peu ce Hum, côté comparaison qui est hum. toujours négative envers soi-même, un peu. Donc, j'entends quand même que assez facilement, tu as su revenir, te concentrer sur tes qualités et les utiliser comme atout pour te positionner et être un leader. Et j'entendais dans ce que tu disais, d'être dans le dialogue. Ça avait l'air de Oui. Hum. faire partie Alors, sans pleinement. prétention, parce que finalement, Mm, on est soi-même, hein. Je dirais que c'est pas, enfin, je ne décide pas d'être comme ça ou comme ça. Je suis spontanément et mm, naturellement comme ça. Et force est de constater que finalement, toutes mes expériences managériales se sont bien passées. mm, Avec mes collaborateurs, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de temps en temps mm, des recadrages nécessaires, mm, mais ça c'est normal, je dirais que tout c'est à dans la fait. vie de tout manager, homme Mm, ou femme d'ailleurs. Mais en tous les cas, le bilan est quand même à chaque fois très positif. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je reviens souvent à des postes de manager, Qu'est-ce parce que j'ai qui... de bons feedbacks, Ouais. parce que je sens que ça fonctionne bien, parce que les retours sont plutôt positifs, ce qui me laisse entendre que ben, c'est la bonne manière finalement Mm, de procéder et de manager. top. Et donc j'entends qu'aujourd'hui, toi, tu trouves du plaisir à encadrer les équipes parce que tu as des retours positifs. Ça t'apporte quoi d'autre de choisir un poste d'encadrement plutôt que peut-être d'être encore plus haut et d'avoir moins d'encadrement, on va dire?
Alors moi, un de mes moteurs qui conduit un peu mes choix de poste, c'est le fait de faire grandir mes collaborateurs. Ça, c'est Mmh. un des éléments importants pour moi, de pouvoir finalement quitter un poste en disant, bah voilà, je sais que finalement parmi les équipes que j'ai pu faire grandir un tel ou un tel, évoluer un tel ou un tel, faire se sentir bien un tel ou un tel dans son poste et dans son collectif. Ça, c'est ma grande satisfaction. Mmh. Plus que les retours positifs de ma hiérarchie, ça Mmh. va être les retours positifs de mes collaborateurs Mmh. et de savoir qu'ils se sentent bien et qu'ils ont bien évolué, qu'ils vont continuer à bien évoluer par des actions que j'aurais pu avoir moi. Ça, c'est ce qui me porte le plus, quoi. Mmh. On voit que tu leads avec le cœur et avec vraiment le fait d'apporter, de contribuer à faire grandir tes équipes. C'est top. Et alors, rentrons dans le côté de déléguer efficacement. Et j'aimerais Mhm. qu'on aborde le point en regardant, en essayant de comprendre un peu ce qui se passe dans notre cerveau, puisque parfois, selon le contexte, c'est super simple de déléguer. On se pose pas deux fois la question, on délègue. Et puis dans d'autres situations, alors là, par contre, ça demande énormément d'efforts. Mhm. Donc, de manière un petit peu, avec une petite introspection, en prenant aussi de la distance par rapport à ton parcours, est-ce que, en pensant à ce que je viens de dire, tu peux voir des exemples où justement tu délègues, mais avec une très grande facilité, et aussi venir avec un exemple où même encore aujourd'hui, ou peut-être dans le passé, ça a été le contexte où pour toi c'était le plus difficile à déléguer. Donc on va commencer par qu'est-ce qui est super facile pour toi à déléguer, qui a toujours été facile peut-être de déléguer. Alors, disons que je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des choses particulièrement qui sont faciles à déléguer. Il y a des contextes qui permettent de déléguer facilement et surtout, il y a des personnes à qui je peux déléguer plus facilement que d'autres. Moi, pour déléguer, enfin, moi, Mm. j'aime beaucoup être dans le contrôle quand même, hein. Donc, j'ai besoin de savoir où on va, où j'en suis. J'ai besoin de pouvoir être à l'aise Mm. sur les sujets vis-à-vis de ma hiérarchie, Mm. vis-à-vis des clients, vis-à-vis Mm. des demandeurs. Voilà. Et j'ai besoin de savoir qu'on avance et qu'on va Ok. être Et performant. alors du coup, qu'est-ce que tu as besoin dans ton contexte pour te sentir à l'aise pour déléguer? J'ai besoin d'avoir des collaborateurs en Ouais. qui j'ai confiance. Et Donc, comment tu mesures la confiance? alors, déjà, j'ai besoin, dès le départ, quand je découvre mes collaborateurs, si c'est moi qui arrive dans une équipe, j'ai besoin de les voir un peu à l'œuvre Ouais. pour me rendre compte de leur manière de travailler, euh, par justement ce que eux me rendent compte Mm. sur les sujets qui leur sont confiés, Mm. hein, que je leur ai confiés ou que Mm. mes prédécesseurs leur ont confié si j'arrive dans un poste. Donc j'ai besoin d'avoir un peu le retour et finalement d'évaluer la manière dont ils travaillent. Mm. Si leur mode de fonctionnement est en adéquation avec le mien, avec ce que j'attends, là rapidement je suis assez en confiance et je vais être plus à même de leur confier des Et sujets. là, j'ai envie d'aller plus loin. Le mode de fonctionnement qui te met en confiance, c'est quoi? Alors le mode de fonctionnement qui me met en confiance, c'est quelqu'un qui va me donner suffisamment de visibilité sur la manière dont il avance Mhm. et sur les résultats qu'il produit. J'ai besoin d'avoir de la visibilité, j'ai besoin aussi d'avoir les alertes nécessaires et utiles. Je n'ai pas besoin de tout contrôler, c'est-à-dire qu'un collaborateur, je vais lui laisser suffisamment d'autonomie pour qu'il utilise ses propres Mm. méthodes, hein. Je ne Mm. vais pas lui dire comment faire, je ne vais pas lui imposer comment faire. En revanche, je vais lui donner des objectifs, des résultats et un cadre quand même pour qu'il réalise ses missions. À partir du moment où il sait me donner suffisamment de visibilité ponctuellement, mais en Mhm. tout cas et au bon moment où moi j'en ai besoin, là il va me mettre en confiance. Et si je vois qu'on est dans la bonne trajectoire, dans ces conditions, moi j'ai confiance et je ne m'inquiète pas du résultat final. Je sais qu'on va accoster là où on doit accoster. Mm. Si par exemple je manque de visibilité, si le collaborateur rechigne à me donner des Mm. éléments, à me faire des retours, Mm. ou est à la dérive, bah, Mm. alors là, forcément, ça va m'inquiéter davantage et je vais avoir un management plus resserré et je vais peut-être hésiter davantage à lui confier des sujets forts Mm. en jeu. Et C'est alors voilà, dans là ça le mode de m'intéresse fonctionnement. parce que là on y arrive sur ce qui est plus difficile à donner, donc les dossiers à fort enjeu. Qu'est-ce Oui. qui est à fort enjeu pour toi?
Tout va dépendre des missions que j'ai. Là, dans mon poste actuel, les enjeux, c'est la satisfaction des clients et notamment l'intégration de nouveaux clients, puisqu'on on a quand même des enjeux concurrentiels importants à la SNCF et Mm. beaucoup de nouveaux entrants qui viennent circuler sur le réseau ferré national. Et puis des enjeux aussi de maintien des voies Et qui qu'est-ce sont qui... entretenues. Parce Et que donc, ça, pour moi, ça c'est... peu importe qui c'est, ça fait partie de leur ouais. job. Mais qu'est-ce Mm, qui fait que tout d'un coup, ça peut être un très grand enjeu par rapport à un mm, petit enjeu? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui va faire ouais. que la tâche, là, tout d'un coup, tu vas pas la donner à celui qui t'a montré que ton il pouvait aller à la dérive, enfin, où ta confiance, elle n'est Mhm, pas à 100%, et que tu mhm. vas aller le donner justement à quelqu'un que tu as 100%. Quand je parle par exemple des chantiers, Mm, on va avoir des projets qui sont extrêmement stratégiques. Par mhm, exemple, actuellement, je ne trahis aucun secret, hein, il y a mm, des gros travaux pour le prolongement du RER E. Le parcours du RER E, c'est quelque chose qui est extrêmement stratégique, très politique, très mm. très suivi par nos patrons et par tous les financeurs et qui se joue sur mon secteur. Donc j'y mets des collaborateurs dont je sais qu'ils vont pouvoir mener à bien les sujets étape par étape, hein, parce Mm. qu'on ne mange pas l'éléphant en une seule bouchée, comme on dit. Ouais. Voilà, sur ces sujets-là, j'ai tendance à déléguer à des Mm. collaborateurs de confiance dont je sais qu'ils ont et les compétences et les méthodes pour réussir à Mm. atteindre chacun de nos objectifs, quoi. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que quand c'est à fort enjeu, c'est quelque part quand il y a aussi ta responsabilité qui est beaucoup plus mise en jeu, Bien sûr, justement? bien sûr. Il y a des sujets sur lesquels on est beaucoup plus exposé. Donc moi, Mm. la première, Mhm. évidemment, mais mes équipes aussi. Mais en tous les cas, oui, il y a des sujets qui sont extrêmement sensibles et pour lesquels on ne peut pas se louper. Et évidemment, la délégation n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire Mm. que, comme je disais, moi, j'ai besoin d'avoir les retours réguliers, le niveau d'avancement, les alertes, et pour éventuellement, moi, intervenir quand il y a besoin à Mm. mon niveau de décision, de redonner le cap ou de faire évoluer le cap, justement. Mais en tous les cas, je ne veux pas être prise au dépourvu. Donc, c'est pour ça Mm. que j'ai besoin de retours réguliers, quoi. Yes. Et j'aimerais maintenant qu'on aille voir des freins que tu as eus. Parce que là, on voit que tu es plutôt, après plus de 25 ans, à manager des équipes. On voit que tu as pris en compte, voilà, est-ce que j'ai confiance? Quelle est la capacité de mon collaborateur? Si ça marche moins bien, hop, recadrage. Je peux m'appuyer sur ceux qui ont plus d'expérience. Donc, on voit que tu gères tes entreprises. D'ailleurs, tu as des feedbacks positifs. Maintenant, si on revient sur ces 25 années, ou même encore de temps en temps, quels sont, à ton avis, les freins? Des freins qui nous empêchent de déléguer. Donc, tu l'as dit, il y a le contrôle. Mhm, Et je pense que, je ne sais pas si tu sais te remettre dans les pieds de la Peggy dans son premier poste de manager, mhm, de passer de celui qui fait à celui qui délègue et qui accepte que c'est mhm, plus lui qui va faire. Tu vois, quels étaient à ce moment-là tes freins? Donc, il y avait cette perte de contrôle, que c'est pas toi qui vas le mhm. faire. Est-ce qu'il y en avait Ouais. d'autres, tu vois, qui te viennent à l'esprit dans cette difficulté de se lâcher prise un peu? Et donc, Mhm, on a vu qu'il y a la confiance. Donc, quand il y a le manque de confiance, ben, ça peut être un frein. mhm. La responsabilité, on l'a vu aussi. Ouais. Mhm. Euh, Alors après, il y a simplement aussi le niveau de compétence, hein. Le collaborateur qui n'a pas le niveau de ouais. compétence, Que je remets encore euh, dans la confiance, pour moi, ben c'est c'est voilà, ça, c'est ce ouais. que j'allais dire. Et Finalement, est-ce que tu as ça rejoint un peu déjà la eu, confiance. du coup, moi j'en ai une Ouais. que je vois très souvent et que j'ai vu chez pas mal de collaborateurs, c'est la peur de perdre du temps. C'est-à-dire que quand on sait qu'on peut faire cette Ah, tâche super rapidement c'est vrai, et qu'en c'est fait, vrai. il va falloir former le collaborateur, Oui. pas qu'une heure, mais sur plusieurs mois parfois, Oui. pour qu'il devienne Oui. aussi compétent que nous. Donc Mhm. là, toi, maintenant, effectivement, tu as des seniors, donc du coup, tu n'as Oui. plus besoin de faire toute cette partie-là qui peut être assez longue au niveau apprentissage. Et on Mhm. peut avoir sous format de stress, parce que parfois on a, surtout quand on est middle manager, plus on va dans les senior managers, c'est différent la pression, mais en Mhm. middle manager, on peut avoir une pression très vite, hop, il faut que ça soit fait pour aujourd'hui. Voilà, on a tous eu last minute, tiens, il me faut ça, et tu es là, ok, est-ce que je délègue? Mais finalement, moi, ça va être aussi rapide que je le fasse. Donc il y a Oui, cette question qui se c'est pose. vrai. Mhm.
Je suis assez d'accord. C'est vrai que bon, ça m'est déjà arrivé aussi, mais effectivement, alors maintenant étant manager de manager, ça se présente moins. Mm. Comme tu le dis, hein, cette perte de temps, des fois, je pourrais faire quelque chose qu'un collaborateur ferait en plus de temps. Pour autant, maintenant, j'ai tellement de choses à faire que la délégation est quasi obligatoire. Donc, je fais en sorte de choisir les collaborateurs. Enfin, disons que quand je peux choisir, parce que quand j'arrive, forcément, je ne Mm. renouvelle pas une équipe intégralement en un claquement de doigts. Il faut un peu de temps et voire quelques années pour avoir le turnover qui me permet d'avoir une équipe Mm. complètement faite à ma main. Mais aujourd'hui, voilà, tellement de choses à faire que Mm. bien sûr, je délègue, je suis obligée de passer par la délégation. Mais il est évident qu'avec certains, moi j'ai par exemple actuellement un collaborateur que je n'avais pas choisi qui est arrivé Mm. juste avant moi, donc il Mais est oui, ça encore arrive souvent. On dans son choisit poste pas actuel. forcément son équipe. Exactement, en qui je n'ai pas pleinement confiance parce Mm. que les résultats sont pas souvent, enfin pas en tout cas un certain nombre de fois pas à la hauteur de ce que Mm. j'attends, les choses sont pas poussées aussi loin que ce que je voudrais, Mm. sont pas présentées aussi proprement que ce que j'aimerais, etc. Mm. Donc là j'ai un peu plus de mal, j'avoue, à, Mm. à déléguer. Pour autant, j'ai besoin de lui quand même sur Mm. un certain nombre de sujets, donc je le pousse. Je lui fais du feedback de manière à ce qu'il puisse prendre en compte mes conseils, mes remarques quand Mm. un sujet est passé, de dire, ben voilà, ça aurait pu être comme ça, le rendu, etc. Ou la posture aussi, parce qu'il y a Mm. aussi des fois des remarques à faire sur des sujets de posture, la manière de prendre les sujets, l'engagement qu'on y met, etc., etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne manque pas une occasion de faire un feedback sur quelque Mm. chose qui a été Top. produit, rendu. Yes. Donc j'entends que pour gérer en tout cas le frein de la confiance et que tu vas dire je vais perdre du temps parce que cette personne ne sait pas faire la tâche, donc peut-être qu'il faudrait que je la fasse. Donc il y a d'une part, toi aujourd'hui en fait tu es obligé de toute façon de déléguer parce que tu as d'autres choses à faire qui ont plus de valeur et que tu es embauché pour faire ces choses-là. Donc tu as reconnu ce pourquoi tu es embauché et que tu n'es pas en train de faire les tâches de tes collaborateurs. Et le côté de manque de confiance, c'est d'aller vraiment travailler sur le feedback, un feedback régulier pour arriver à obtenir le standard qui pour toi est le minimum pour que la confiance soit Oui. gagnée et que tu puisses commencer à encore plus déléguer. Tout à fait. Un autre frein moi, que je voyais, c'était, alors c'est pas tout le temps et on ne voit pas forcément sur tout le monde, par exemple quand tu disais le RERE de prolongation, on voit que c'est un sujet qui est politique, énormément de visibilité, ou en faire partie, c'est aussi quelque part faire partie de cette élite et de déléguer, certains managers vont redouter justement de déléguer parce que ça peut diminuer leur importance. Je pense que parfois, il y a l'ego qui peut jouer, donc c'est pas forcément ton cas, mais je pense que c'est aussi un des freins que parfois, il faut arriver à se regarder soi-même. Est-ce que là, je veux être sûr qu'il y ait mon nom sur le document alors que c'est mon collaborateur qui a tout fait. Et ça, c'est quelque chose que je vois encore parfois par moi, ce que j'appellerais du management un peu old school, Oui. Oui. Mhm. où il y a encore, je mets mon nom. Et parfois, c'est même l'environnement lui-même qui Oui, oui, interdit oui. à des gens plus Mhm. jeunes au niveau hiérarchique de présenter au niveau du board. C'est seulement un certain niveau qui a le droit d'aller présenter. Oui, oui. Non, mais Euh, oui, je suis d'accord avec toi, ça existe. Alors, bon, moi, dans les exemples que j'ai en tête, j'ai pas été obligée finalement d'effacer mes collaborateurs qui ont travaillé sur les. Moi, mm, je préfère dans ces conditions dire, voilà, mon équipe a travaillé, telle personne a mm, travaillé. D'ailleurs, je parle très, très rarement à la première personne. mm, Bien souvent, c'est quelque chose qui me marque quand j'entends les mm, gens parler à la première personne. Ça me vient tout de suite à l'esprit de dire, mais il travaille tout seul, ça mm. m'étonnerait fort. Ouais. Bah, je pense qu'on a bien vu les différents freins et qu'en fait, voilà, pour les dépasser, bah, c'est d'accepter de lâcher prise en partie, de faire monter en compétence pour gagner la confiance, de travailler sur son ego si on a un problème avec la perte de pouvoir et d'avoir l'impression de perdre son temps. Et peut-être perdre son temps, on n'est pas assez resté dessus. Et si tu reviens dans le passé, Oui, si tu regardes la Peggy, début de manager jusqu'à oui. maintenant, comment tu organises maintenant ton agenda pour pouvoir être là pour monter en compétence à la fois tes équipes et gérer tes urgences? Peut-être qu'il y a des choses qui ont évolué dans ta manière de gérer ton temps,
tes priorités. Enfin, par exemple, il y a 20 ans, tu faisais, je sais pas, un après-midi à côté de la personne, quand aujourd'hui, tu fais des micro-points d'un quart d'heure tous les jours. Enfin, tu vois, est-ce que tu as changé tes Ouais. techniques managériales, en fait, où tu trouves que ça fonctionne mieux en Alors, je dirais France? que ça dépend des personnes, mais de manière générale, je fais quand même attention à ce que ça ne me mange pas complètement mon temps. Moi, je me rends compte, par exemple, que j'ai des collaborateurs qui fonctionnent très différemment. J'ai des gens qui ont besoin que les échanges soient structurés. Donc, ils ont besoin, et j'ai des collaborateurs, d'ailleurs pas forcément que des tout jeunes, hein, Mhm. qui ont besoin de se dire, moi, j'ai un temps avec la chef une fois par semaine. Et donc, j'ai ma demi-heure ou mon heure toutes les semaines avec la chef pour faire le point sur les différents sujets, pour lui demander les conseils que j'ai à lui demander, etc., etc. Moi, ça me va assez bien parce que du coup, c'est cadré. Mm. Ça, c'est planifié dans mon Mm. agenda et ça, je ne suis pas débordée par ça. J'en ai d'autres qui sont un petit peu plus brouillons et ils appellent dès qu'ils ont pas. Donc, Mm. ça peut être très fréquent. Et là, c'est à moi de dire, écoute, on ne peut pas se parler à longueur de journée. Enfin, je veux dire, on a chacun des choses à faire. Toi comme moi, nos agendas sont bien remplis. Donc là, je cadre effectivement, soit je vais donner effectivement des rendez-vous ponctuels, c'est peut-être pas une heure par semaine précise à tel moment chaque semaine, Mhm. mais en tout cas, je vais consacrer le temps qu'il faut, mais à mon rythme et comme je ne vais pas me laisser envahir, je dirais, Mhm. hein. Donc, chose que peut-être avant, je maîtrisais un peu moins. C'est-à-dire que s'il y avait besoin, il y avait besoin, hein. Je répondais au plus vite. Là, je suis un petit peu plus, heureusement, dans la maîtrise de mon agenda et donc du temps que je vais consacrer à ça Mhm. et au reste. Donc, je vais plutôt donner les rendez-vous, dire, bon, là, on est sur un sujet spécifique, donc oui, il y a besoin d'un accompagnement particulier, donc on va le programmer. Si je suis disponible là, Mhm. très bien, on le fait maintenant. Si ce n'est pas le cas, on se donne rendez-vous, on ne laisse pas tomber le sujet, mais voir, je Mhm. délègue l'accompagnement. C'est ça, C'est-à-dire que j'allais ça en arriver arrive là. aussi, Ouais, ça arrive. J'ai ouais. des agents ou des collaborateurs qui sont plus ou moins Mhm. expérimentés, chacun dans leur domaine, et le cas échéant, je vais chercher l'accompagnement chez quelqu'un d'autre. Mhm. Et ça m'arrive d'ailleurs assez régulièrement, de dire, écoute, tu vas aller voir ton collègue, Mhm. machin, je le préviens, bien entendu, hein, mais lui va t'expliquer comment on fait ça, va te donner la pratique, le process, l'état d'esprit, etc. Et c'est fait à ma place, je dirais. Mhm. Hein, parce que j'ai confiance dans l'autre Mhm. dont je sais qu'il va pouvoir Ouais. non seulement être enfin, les bonnes méthodes et les attendus, mais ensuite l'expliquer, mais également l'expliquer. Et Hein. j'aime bien ça parce que là, en fait, on sort de s'implanter son temps, c'est de réussir à avoir toutes les compétences qu'il y a dans ton équipe et de Oui, voir comment, en fait, ils peuvent co-s'éduquer, oui, co-se oui, oui, former oui. et finalement Mhm. compter les uns sur les autres et que ça soit pas forcément toi, Mhm. le sauveur, quelque Oui, oui, part, oui, tout à fait. justement qu'il y a un collectif, une Mhm, mhm. coopération et du coup, le réseau de support est plus large que juste son Ah, mais manager complètement, direct. ouais, complètement. Et ça, je fonctionne beaucoup comme ça, en fait, hein. Globalement, les collectifs je dirais que j'ai la chance d'avoir des collectifs qui s'entendent bien et qui travaillent bien ensemble. La plus dure des expériences que j'ai eues, finalement, ça a été un Mhm. collectif de femmes Mhm. qui était plutôt dans la compétition que dans Ouais. l'entraide. Et ça a été assez marquant comme expérience parce qu'elles avaient chacune un portefeuille propre, Mhm. mais avec des missions similaires, hein, chacune Ok. sur son portefeuille, sur son périmètre Mhm. géographique. Mais j'ai senti une forme de compétition et vraiment de compétition avec qui se montrait le plus, Mhm. se disait la meilleure. Et ça, c'était assez détestable comme ambiance, hein, des égos peut-être un peu, enfin, très dimensionnés Mhm. dans l'équipe. Et comment, est-ce J'ai que toi, tu as réussi justement à changer ce climat? difficilement, parce qu'on avait vraiment des personnalités très marquées et très différentes qui très vite ont montré qu'elles ne s'entendaient pas, n'étaient pas Mhm. compatibles les unes avec les autres. Alors il se trouve que les périmètres n'étaient pas, enfin je veux dire, ça ne se Mhm. marchait pas sur les pieds l'une de l'autre, elles avaient les mêmes objectifs, Mhm. mais sur des périmètres géographiques différents. Et donc finalement, chacun gérait ses propres Mhm. sujets sur son périmètre, Et alors, qui n'aidait voyons pas à ça. voir, voilà, parce que ça peut nous arriver en tant que manager, hein, comme on dit, on choisit pas ses équipes. Ouais. Souvent, on est parachuté. Face à ça, c'était il y a combien d'années déjà, ça? Il y a une bonne quinzaine d'années Ouais. maintenant. Maintenant, avec toute l'expertise, avec toute l'expérience que tu as gagnée, tu reviendrais Mhm. sur un poste où enfin, pas forcément ce poste, mais avec Et dans ce une type de équipe qui a situation. une ambiance pareille de compétition. Mhm. Qu'est-ce que tu dirais à la Peggy il y a 15 ans comme peut-être
comme pratique à essayer, managériale, à essayer de mettre en Mhm. place pour apporter un environnement qui va être plus productif et plus efficace, plutôt que de Mhm. se tirer à la bourre et d'avoir une ambiance détestable? Mhm. Bah, je confierais davantage de responsabilités à celles qui partageraient davantage aussi ces expériences quoi, avec les autres. Enfin, je pense que je chercherais d'une certaine manière à valoriser la recherche du travail en collectif et du partage Mm, des bonnes pratiques et l'entraide mm, par ce que je peux confier, par la confiance que je peux donner, etc. Pour montrer que c'est ça mm, que je souhaite, c'est comme ça que je souhaite mm, qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on est plus fort ensemble mm, et qu'on a effectivement tout à gagner à jouer mm, collectif et dans la coopération, quoi. mm. Mm. Ben moi, ce que je peux partager, parce que ça m'est déjà arrivé d'être dans des équipes où j'avais des collaborateurs que j'appréciais pas. Et en fait, c'est grâce au feedback, parce qu'à cette époque-là, même avec des personnes du même niveau que toi, tu devais faire un feedback tous les trimestres. Et dans Ouais, le feedback, ça devait être un vrai feedback constructif. oui. Donc tu pouvais choisir les personnes que tu voulais qui fassent ton feedback par trimestre et tu choisissais Mhm. un peu à qui tu voulais donner ton feedback. Et en fait, ton manager faisait attends, moi je vais te donner cette personne, ces personnes. Et en fait, on avait des managers qui étaient assez intelligents parce qu'ils allaient te donner les personnes qui voyaient que tu n'étais pas très proche, tu vois. Oui, bah, évidemment, Et j'imagine. donc, et donc justement, ça t'obligeait d'aller regarder, parce qu'un bon feedback constructif est basé sur un exemple, un fait. Oui, Et dans nos feedbacks, on devait forcément dire trois choses qu'on trouvait que la personne faisait très bien. c'est Et à bien ça. force de faire ça, tous Mhm. les trimestres, et ben cette personne, tu peux pas rester que dans l'émotionnel, que dans justement la perception. Tu reviens sur des faits et tu devais aussi partager ce sur quoi tu penses que le point à travailler en donnant en plus une solution. C'est-à-dire que tu ne devais pas Oui, juste dire ouais, je t'envoie le truc dans la gueule et puis voilà. oui. Mhm, mhm, mhm. Et ben je trouve que ça c'était super intelligent parce qu'en tout cas moi ça Ouais, a marché. ouais, Cette personne que j'aimais pas à la base, j'en suis ouais. devenue, je dirais pas une amie proche, hein, mais mais Oui, oui. c'est quelqu'un avec qui j'ai été capable d'aller boire des verres, aller, enfin tu vois, Ouais, c'est devenu ouais, quelqu'un ouais. où j'avais plus d'animosité, si on peut dire animosité, mais Oui, oui. j'étais plus négatif envers Oui, à son égard, ouais. et je Mhm. savais avoir une donnée beaucoup plus objective en reconnaissant Ouais. justement tout ce qu'elle savait bien faire. Et Mhm. donc, et on voit à nouveau la force du feedback, Oui, oui, c'est vrai, ouais, complètement. Oui. mais Mhm. après des feedbacks constructifs, hein. Oui, oui, oui. Donc voilà, donc moi je dirais en tips, en tout cas en conseil, quand si vous prenez une équipe où c'est un panier de crème, eh bien instaurez vraiment les vrais feedbacks constructifs et en fait on responsabilise chaque personne. C'est vrai. Mhm. Du coup, à dire, ok, bah ouais, t'as le droit de dire qu'effectivement, ok, elle est nulle et que toi, t'es vachement meilleure, ok, bah, mais doit être bonne aussi dans quelque chose, sinon elle serait pas là. Mhm. Eh ben, dis-moi sur quoi elle est bonne, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Mais c'est vrai, C'est, c'est intéressant comme méthode. J'imagine tout à fait la plus-value d'exercice. ouais, 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 donc ouais. voilà. Ouais, tout à fait. Donc voilà, Merci ça pour ce c'était, partage. c'est que c'est aussi ça. On est aussi là pour ça avec ce podcast. Ok, là on a vu les freins, comment on peut les gérer. C'est super de vouloir déléguer, se dire oh, c'est bon, je suis prêt à déléguer. Mais encore faut-il le faire correctement. Parce que on a aussi tous vécu, je sais pas toi, mais moi j'ai aussi vécu des moments où on te balance une tâche parce que parfois c'est ton manager qui sait pas la faire et qui te la, hop là, la patate chaude, vas-y Ouais. prends-la, mais c'est pas ça déléguer non plus. Donc j'aimerais bien aussi qu'on revoie des bonnes méthodes de bien déléguer quand on est manager, que c'est forcément justement nos collaborateurs qui sont pas au niveau. La confiance, ça se gagne dans les deux sens. Et je rappelle quand même les trois bénéfices de la délégation. C'est un, c'est de libérer notre temps. Donc, pour ceux qui ont encore du mal à se dire ah, mais le temps que je forme quelqu'un, n'oubliez pas que vous, si vous êtes à un niveau manager et de plus en plus senior, c'est que vous avez des tâches à faire avec une autre valeur ajoutée. Donc, Mhm. focus sur là où vous avez véritablement votre valeur ajoutée. Deuxièmement, c'est vous êtes là pour développer vos équipes et la délégation, c'est le meilleur moyen de développer les équipes. Et troisièmement, c'est parce que si vous déléguez et que vous déléguez bien, et si vous êtes à fond sur vos tâches à valeur ajoutée, et bien quelque part, vous offrez une efficacité globale au business. Tout à Voilà. fait. Donc voilà. Donc, toi, est-ce que tu peux nous partager qu'est-ce que pour toi, finalement, déléguer de manière la plus efficace possible et quels sont les critères de succès? Si on prend un peu de la hauteur, on va dire, par rapport au sujet. Mhm. Alors, déjà, je vais choisir la personne qui, pour moi, est la plus adéquate, la plus à même d'assurer cette tâche à ma place. Yes.
et finalement d'apporter le résultat que j'apporterais moi-même, voire mieux, puisqu'en Mmh. fait, c'est ça aussi, hein, c'est que je fais appel aussi à des compétences peut-être que j'ai moins, ou en tout cas qu'ont mon collaborateur que je choisis. Je laisse la main sur la méthode, mais par contre, je vais fixer quand même le cadre, le contexte, les enjeux, le résultat attendu, bien entendu, et puis fixer aussi ce que je vais attendre en termes de retour, les jalons éventuels, Mmh. hein, qu'on pourrait se donner s'il s'agit d'un sujet de longue haleine ou enfin en tout Mmh. cas avec un terme assez lointain, d'avoir suffisamment de retours pour me rassurer sur l'avancement du sujet et sur le fait qu'on soit bien dans la bonne trajectoire pour atteindre la cible, quoi. Mmh. Donc des retours Ouais. réguliers, organisés. C'est comme pour même les choses qui ne sont pas forcément déléguées, mais qui sont les missions de mon pôle, hein. Mmh. Je fixe des objectifs qui sont parfois des objectifs long terme, Mmh. mais j'ai tendance pour pouvoir assurer une bonne performance et garantir qu'on arrivera au résultat final, de fixer des objectifs intermédiaires, de jalonner les étapes et les objectifs, ne Et se perdent justement, pas, ces objectifs ne donnent pas rendez-vous à la fin. intermédiaires, c'est toi Hmm. qui les fixes ou tu les co-crées avec la personne? C'est-à-dire, tu lui laisses dire à ton ami, c'est quoi les différents Ouais. jalons? Comment tu t'y prends? Alors, moi, je les propose. Mmh. Et je leur demande de me les challenger, Mmh. enfin de les accepter, de les amender et de me donner des raisons pour lesquelles c'est trop ambitieux ou au contraire, peut-être que j'ai vu Mmh. trop bas. Enfin, en tous les cas, c'est souvent Et comment l'inverse. Mais tu crées cet espace d'avoir le droit de faire un retour, de challenger finalement le boss, tu vois? Là. ça me paraît indispensable parce que si je laisse pas mes collaborateurs me faire leur retour et en tout cas critiquer ce que Mmh. je peux leur donner, ça veut dire que je n'ai confiance qu'en moi-même. Et Mmh. puis, moi, j'ai besoin je dis pas que j'ai besoin de l'adhésion, mais Et comment tu t'y prends pour leur faire comprendre que c'est vraiment OK? Parce que je sais, alors peut-être que à la SNCF, vous êtes toutes super bien formées en leadership et donc ils ont l'habitude qu'ils peuvent challenger les objectifs qui sont Mmh, donnés par leurs supérieurs. Mais c'est pas le cas dans toutes les entreprises, en tout cas. oui. Donc comment, quels mots, qu'est-ce que tu mets en place pour vraiment être explicite et clair comme quoi c'est OK qu'il y a un vrai espace d'échange? Oui. Alors, bon, déjà, les objectifs cibles sont un peu moins discutables que les objectifs intermédiaires. C'est-à-dire que s'il y a une cible, c'est aussi celle que moi, je dois atteindre. Donc, il va Mmh. falloir qu'ils l'atteignent avec moi. Donc, on est tous dans le même bateau Mmh. et il va falloir qu'on y aille Mmh. collectivement. Donc, je compte sur eux pour m'aider à atteindre l'objectif qu'on m'a fixé, Mmh. voire que j'ai aussi challengé. Parce Mmh. que j'ai aussi mon mot à dire, si je puis dire. En tout cas, je discute avec ma hiérarchie, ma direction, Mmh. hein, sur certains objectifs quand je considère qu'ils sont démesurés, Mmh. inatteignables, etc. Je j'ai pas la langue dans la poche. Donc, mes collaborateurs, évidemment, quand j'ai accepté un objectif, c'est que je considère qu'il y a moyen de l'atteindre. Même si c'est ambitieux, j'identifie les leviers, je me dis qu'on peut pousser et on doit pouvoir l'atteindre. Évidemment, il faut que j'arrive à aussi l'expliquer et convaincre mes collaborateurs qu'on va y arriver et qu'ils vont y arriver. Mais il y a des éléments de contexte, il y a des sujets qu'eux connaissent mieux parce qu'ils ont un peu plus les mains dans le camp que moi et qui vont pouvoir me mettre sur la table pour dire là, attention, peut-être que là, celui-ci, on n'y arrivera pas, mais le suivant, on arrivera à faire un pas plus important. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, ils ont des effectifs, ils ont des équipes pour Mmh. réaliser leurs tâches et leur production. S'il y a une période, on sait qu'il va y avoir n'importe quoi, mais la moitié de Mmh. l'équipe en congé, je ne peux Mmh. pas attendre la même progression. Mmh. Alors, moi, je suis bien capable de l'estimer déjà un peu à mon niveau, Mmh. mais eux connaissent davantage le fonctionnement de leur équipe, savent ce qu'ils vont accorder comme congé, Mmh. etc. Enfin, c'est vraiment un exemple basique, Mmh. mais c'est des éléments que je vais forcément entendre et je vais leur demander et ils vont m'expliquer aussi quels leviers ils vont activer, comment, quand, etc. pour espérer atteindre tel ou tel objectif. Donc, c'est une discussion. Moi, je Mmh. leur fais confiance. Enfin, je vais leur dire, OK, s'ils me disent, écoute, moi, ça, je ne pourrais pas l'atteindre là, mais je pourrais plutôt l'atteindre là, parce que je vais faire ça, ça et ça. OK, très bien. Donc, acte, on fixe l'objectif comme ça. Évidemment, tu ne viendras pas me dire au moment où tu ne seras pas au résultat que, ah Mmh. bah, il s'est passé ça, ou il y a eu ci, ou il y Ouais. a eu là. Enfin, je veux dire, ils le prennent en ayant Mmh. bien mesuré leur Mmh. contre-proposition. Ouais. Et alors, avant de qu'on clôture, j'aimerais bien, parce que j'aime bien montrer que parfois c'est quand on fait pas correctement qu'on apprend le plus. Moi, je vais te donner un exemple et comme ça va peut-être t'inspirer pour toi aussi Mhm. partager un mauvais exemple de management, de délégation, tu vois, que tu as Ouais. pu faire dans le passé pour montrer que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mon exemple de mauvaise délégation,
La première fois que j'étais manager, donc Martin, pour pas le nommer, donc doit me rendre un document. Donc, j'avais pas de souci à lui expliquer voilà ce que j'attendais, le cadre, le sens. Et quand il me rend le document, en fait, j'en avais fait plein de documents comme ça. Et je lui ai fait des remarques sur ah, mais t'aurais dû écrire comme ça, c'est pas comme ça qu'on tourne. Enfin. Et là, il me dit écoute, Cécile, et je le remercie pour ça, il me dit écoute, Cécile, je n'écrirai jamais comme toi. Tu vois, enfin, c'est pas exactement ce qu'il m'a dit, mais en gros, ça voulait Ouais. dire ça. Genre, de toute façon, je n'offrirai jamais le même rendu que toi, tu aurais fait. Et là, en fait, si tu veux, pour moi, ça a été un éclairage. Enfin, tu vois, ça a été un grand moment, parce que, un grand waouh. Je me suis dit, mais complètement. Mais là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais oui, il n'est pas toi, il est lui. Et en fait, on s'en fout. Tant que le résultat, la qualité est là, eh ben, c'est OK. Et en fait, de m'être trompée. Et surtout, merci. Et donc, pour tous ceux qui ne sont pas encore managers, ou même qui sont managers et qui ont un supérieur, justement, qui fait ce genre de remarques, ce genre de choses, mais donner le feedback parce que c'est tellement puissant. Enfin, en fait, on ne peut pas grandir, nous, en tant que manager, si on n'obtient pas le feedback. Et moi, de l'avoir eu si tôt, ça m'a permis de lâcher, et justement, comme tu disais, le processus, le style, ça appartient à chaque collaborateur. Et on n'a pas, en tant que manager, à passer du temps dessus. Et ça, plus vite on l'apprend, plus vite nos équipes sont contentes. Hein. Ouais, tout à fait. Tout à Donc fait. ça, c'est par exemple mon exemple de comment j'ai appris à travers mes erreurs dans la Ouais, ouais. délégation. Est-ce que tu en as une autre ou qu'est-ce que quelque chose qui vient à l'esprit où tu te dis rétrospectivement, suite à certaines erreurs, tu t'es amélioré? Bonne question. J'ai eu si peut-être, mais je ne sais pas si j'en tire des leçons, mais malgré tout, oui, j'ai eu un moment, un couac quand même dans une de mes expériences, il y a 8 ans peut-être. Mhm. J'ai eu un adjoint avec qui tout était très fluide, Mhm. tout se passait très très bien. J'avais vraiment une grande confiance en lui, donc bon, justement, j'avais une bonne délégation. Et il y a eu une perte de confiance qui m'a quand même beaucoup déstabilisée, mais pas à cause d'un sujet précis, d'une manière de faire. C'est quelqu'un qui, alors malheureusement, c'est quelque chose qui a touché l'éthique. C'est un Guadeloupéen Mhm. et qui a dû être extrêmement marqué par des sujets de racisme dans Mhm. sa jeunesse. Et il se trouve que dans mon unité opérationnelle, à l'époque, on a eu un sujet d'éthique important avec un collaborateur, bon, des propos sexistes, etc. Et le sujet a été géré sur le plan disciplinaire. Mhm. Mais mon adjoint, qui avait une très mauvaise image de ce collaborateur, Mhm. en a profité, je dirais, d'une certaine manière, pour le charger davantage et dire, Mhm. il a, au-delà de propos sexistes, il a aussi des propos racistes. Et il a eu manifestement des propos racistes à mon égard. Et le sujet était déjà très très sensible parce qu'on était enfin, Ouais, pas tout à fait au licenciement, mais pas loin, Mhm. sur le premier sujet qui était Mhm. reproché. Et mon adjoint est venu m'en parler. Mais je disais attention, le sujet est sensible, il est déjà très lourd actuellement. Tant qu'on n'a pas de preuves, c'est délicat d'aller venir rajouter ça au pot. Et lui m'a dit, bah, écoute, pas de souci, moi je vais avoir les témoignages. Je vais avoir les témoignages. Mhm. Et donc, je l'ai laissé en toute confiance, Mhm. justement, puisqu'il m'a dit qu'il allait chercher Mhm. les témoignages. Je l'ai laissé amener les sujets. Ouais. Mais là, il y a eu une perte de confiance totale. Et il s'est senti, enfin là, ça a été l'analyse a posteriori, mais en tout cas, il a monté le sujet en épingle, c'est-à-dire que moins de 2 semaines après cet échange que j'ai pu avoir avec lui, il a alerté toute la direction en disant que la direction ne le soutenait pas, ne le suivait pas dans cette situation. En gros, il a saisi le département de l'éthique, Mhm. donc en me remettant en cause, mais toute la ligne managériale, y compris ma direction. Mais sur base de quoi? Euh, Parce que tu lui demandais des parce exemples. Oui, je lui demandais des exemples, mais finalement, il a joué sur le fait qu'il était victime, il aurait dû être pris en main, entre guillemets. Le sujet Mhm. il aurait dû être pas écarté, mais en tout cas, Mhm. on aurait dû prendre des mesures conservatoires et enquêter sur le sujet, qu'il ne soit pas lui-même à devoir chercher des preuves de choses qui étaient contre lui. Mhm. Bon, le fait est que Mhm. lui n'avait plus confiance en moi parce qu'il ne s'est pas senti soutenu et donc la confiance était rompue et c'est Mhm. allé extrêmement loin. Je ne veux pas rentrer dans le détail, Mhm. mais c'était un sujet extrêmement, Mhm. extrêmement compliqué à gérer par la suite. Mais là, en tout cas,
je me suis dit, et d'ailleurs, à certains moments, je me dis, bon, au final, comment j'aurais dû quand même réagir autrement face à ce type de Mmh. situation. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait réellement une erreur, Mmh. mais ce serait à refaire. Enfin, je veux dire, si je me Ouais. retrouvais dans une situation similaire, je pense que déjà, j'alerterais ma hiérarchie. Je ne garderais Mmh. pas le sujet à mon niveau. Là, je me suis dit, OK. bah, il va me chercher des preuves. Donc, une fois Mmh. que je les ai, bah, forcément, on va alimenter le Mmh. dossier et je vais prévenir ma Mmh. hiérarchie, bien entendu. Là, je l'ai gardé à mon niveau. Mmh. Alors que sur des sujets d'éthique hyper sensibles comme ça, au sein de l'entreprise, en tout Mmh. cas, on a quand même le mot d'ordre de faire remonter Mmh. le sujet. Donc j'aurais dû être, en tout cas, ne pas me dire j'ai confiance en lui, oui, de toute façon on est Mmh. dans le même bateau, bien sûr il va Mmh. aller chercher les éléments et puis on va. Non, Mmh. j'aurais dû dire, ça a beau être mon adjoint, ça a beau être quelqu'un en qui j'ai extrêmement confiance et lui confiance en moi, le sujet il est très sensible, je l'épargne et Mmh. je mène quelque chose par moi-même, mais en tout cas j'alerte au moins ma hiérarchie pour Mmh. revoir avec ma hiérarchie comment on prend le Mmh. sujet qui est hyper sensible. Mmh. Donc en gros ça m'a laissé entendre que sur ce genre de situation, il faut surtout pas qu'il y ait d'excès de confiance, en tout cas. On a beau être proche et très en phase avec un collaborateur, il y a quand même toujours des limites. Il faut quand même se méfier et prendre toutes les garanties pour Mmh. éviter que ça explose. Et j'imagine qu'il y a des procédures, en fait, que vous êtes aussi formés dans ce process, les managers, justement, pour Mm. ces sujets sensibles. Et c'est là où on voit que parfois notre affectif fait qu'on ne suit pas Oui. les process. Et c'est vraiment là où on voit l'importance des process, parce que souvent on dit oh Mm. là là, encore un autre process, etc. Mais en fait, souvent les process sont là pour nous épargner. Oui, tout à fait. Et, Mm, euh, mm. Mais et, complètement. Mm. et donc, ça, je Mm. pense que c'est aussi un bon rappel pour tout le monde. Suivez le process quand il y a ça, quand on est tout d'un coup dans des crises. Mm. Mm. Moi, j'ai travaillé dans le food industrie. Ça arrive tout d'un coup, soi-disant, il y a un produit qui est poison, enfin, il y a quelque chose pas correct. Mais là, on a un process, on suit le process, on ne pense même pas. Mm. Parce que c'est en suivant le process qu'on garantit que ce soit à Mm. la fois pour le consommateur et à la fois pour soi, que on ne sera pas responsable et que tout est Mm. fait de manière à que si on termine au tribunal, on a suivi Oui. les Ouais, choses ouais, tout à bien fait. correctement. Et donc, peu importe le type de crise, hein, que ça peut être Mm. une crise, là, on est racisme, sexisme, voilà, ou que ça vient d'un consommateur, je pense que franchement, suivez les process. Dans les grosses Ouais, entreprises, on fait souvent la tout gueule à fait. à cause de ça, mais finalement, ils Mm. sont vraiment Mm. là pour nous sécuriser et pour qu'on soit justement à l'abri. Exactement. Ouais. Ok, et ben écoute, avant qu'on se quitte, j'aimerais juste rappeler à tout le monde un peu la structure d'une bonne délégation que tu nous as partagée. Donc si je récapitule, c'est se rappeler que c'est le résultat qui compte plus que le processus, hein, comme tu l'as dit. On laisse une marge de manœuvre. La méthodologie, ça appartient à son collaborateur. On lui fout la paix. 2, on identifie à qui on donne la tâche. On va aller chercher, selon la complexité, selon l'impact que ça a dans l'entreprise, on va aller chercher la meilleure personne qui peut être. Et si il y a personne, bah, comment on monte en compétences, hein, Ouais. et puis continuer à faire monter les autres en compétences, comme ça on aura encore plus le choix la prochaine fois. C'est mettre en place un suivi structuré. Là, on l'a vraiment entendu. Pour toi, c'est important. Ça permet de garder de la visibilité, d'être clair sur les attentes et donc avec les fixer des points réguliers et du feedback constructif, hein. Et puis, ce que j'aime bien aussi, ce qu'on a vu avec toi, c'est créer un climat de confiance et d'autonomie. Un dernier conseil, c'est de repenser le perfectionnisme. Parce que dans la délégation, si on est perfectionniste, ça ne peut pas marcher. Puisque accepter l'erreur, hein, puisque c'est une opportunité d'apprentissage, c'est pour ça que c'était important que chacune, on raconte un peu certaines erreurs qu'on a faites pour voir à quel point que c'est à travers ces erreurs, de toute façon, et en les analysant, évidemment, hein, toujours en voyant qu'est-ce que je peux apprendre de ça, que ça nous permet de continuer à grandir. Et du coup, juste pour le mot de la fin, Peggy, est-ce que tu as un dernier conseil à ajouter pour nos leaders ou les leaders en devenir pour qu'ils délèguent efficacement? Ben, moi, j'aime bien l'idée du mieux vaut fait que parfait. Mieux vaut fait que Euh, parfait. Ouais, ouais. ouais, ouais, oui. Enfin, cette expression Ouais. et l'idée qu'on veut atteindre un résultat, donc pas la peine de chercher effectivement la perfection si on n'avance pas. Donc on avance, c'est pas toujours complètement nickel, complètement parfait, mais on avance et on atteint au final le résultat. Et puis une deuxième chose, alors c'est Ouais, peut-être pas trop en lien avec la délégation, ouais. c'est oser être soi, hein, dans son parcours professionnel. Pour moi, voilà, on peut pas forcément toujours plaire à tout le monde, mais en Hmm. tout cas, c'est oser être soi et marquer sa personnalité pour être épanoui dans ce qu'on fait. Pardon. Et pas Oui, terminer exactement, schizophrénique exactement, à vouloir exactement. correspondre à ce qui est censé être un super leader.
Voilà, Ouais, on ose, ça se reçoit, on cherche à bien s'entourer pour savoir sur qui s'appuyer, ouais. travailler avec les personnes de confiance et voilà. Et la délégation, on Super. n'exclut pas le contrôle évidemment, mais en tout cas, c'est important de travailler collectivement et de faire grandir les autres. Génial. Merci beaucoup, Peggy, pour ton authenticité, mais aussi tes conseils précieux. Et j'étais ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et Moi à nos aussi. auditrices, je les invite toutes à repenser de quelle manière vous déléguez actuellement, comment vous pouvez améliorer votre style de délégation pour toujours gagner un petit cran, un meilleur leadership auprès de vos équipes et demander du feedback surtout. On voit à quel point ça peut aider. Merci, Merci Peggy. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Together Women Rise. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le partager avec vos amis. Votre avis compte pour moi. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos idées de sujets ou de futurs invités. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, plutôt que de rivaliser, soutenez les femmes autour de vous.